Bienvenue à mon ciné-balado épisode de spécial Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut. Donc, c'est pas un film religieux. Non. Pas tant, non. Non, pas du tout. C'est un très beau drame, honnêtement. Comédie dramatique. Ouais. Coproduction France-Québec. Scénarisé et réalisé par notre chouchou Ken Scott. Qui est un récit de vie de Roland Pérez, qui est moins connu ici au Québec, mais en France, quand même un peu une star des communications. Okay. C'est un avocat qui est devenu ensuite chroniqueur à la radio, a eu ensuite sa propre émission à la radio, devenu animateur et tout ça. Donc, bien connu là-bas. Personnalité établie. Ouais. On débute dans les années 60, alors que Roland naît avec un handicap. Il appelle ça un... Pied de beau, c'est ça? Pied beau, je pense. Ouais, qui a comme un pied croche, donc il ne pourra jamais marcher, se tenir debout. Puis sa mère, contre vents et marées, se bat pour essayer de trouver une solution, même si on a aussi à gérer une famille de genre 5-6 enfants. Alors, on va suivre une partie du film, cette enfance-là, avec cette ténacité à trouver une solution. Et Sylvie Vartan est une chanteuse très populaire en France. Ouais. Puis ça va être son accroche au jeune Roland de dire « Je trippe tellement sur elle, comme on trippe sur un jeune chanteur-chanteuse de 20 ans, là, une pop star, qu'il s'accroche là-dessus pendant sa guérison. Ensuite, on va être transporté, là, le film est en 2 parties, 15-20 ans plus tard, alors que là, il fait ses débuts en droit, dans le monde de la loi. Et ben là, il y a de la misère à couper les ponts avec sa mère, tellement ils ont été fusionnels. Fait que c'est aussi son passage à la vie adulte là-dedans. Un film très beau, très charmant qui vient de prendre l'affiche aussi en France, où il connaît tout un succès. J'allais juste ajouter que dans le fond, le destin du hasard, le hasard du destin, va faire qu'il va devenir, dans le fond, l'avocat de Sylvie Vartan. Exactement. Ouais. Quand même. La vraie Sylvie Vartan qui est dans le film. Je dois vous avouer aussi qu'avant de voir le film, moi, je la connaissais pas et tout. Moi non plus. En fait, j'ai vu que c'était l'ex de Johnny Hallyday. En tout cas, ils ont été ensemble pendant un certain moment. Il en parle dans le film. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que moi non plus. C'est ça. C'est pas une chanteuse qu'on écoutait chez nous à la maison, malheureusement. C'est peut-être comme une genre de Luce Dufaux, là, que c'est bien connu ici, mais pas nécessairement partout dans la francophonie. Bref, n'en déplaise cette barrière culturelle, peut-être. Film qu'on vous recommande chaudement. Oui, très accessible. Et on a eu la chance de discuter avec Ken Scott, qui faisait une tournée promotionnelle pour le film. Donc, voici notre entretien avec Ken. Et le film Ma mère Dieu et Sylvie Vartan prend l'affiche dans probablement tous les cinémas du Québec le 4 avril. Fait que une chaude recommandation pour nous. On en discute aussi, toi et moi, dans l'épisode de la semaine, donc du 4 avril, là, un peu plus des fun facts et autres. Mais Ken en dit beaucoup sur le film et sur, pas comme des spoilers, mais sur le processus. Ouais. Et sur comment on écrit ça, une bonne comédie dramatique, puis sa carrière internationale, lui qui travaille au Québec, en France, qui a eu un passage aux États-Unis, beaucoup d'adaptations de ses films dans différents marchés. Fait que, voilà. Non, ça a été vraiment une très belle conversation. Fait que sur ça, bonne écoute. Bienvenue à mon ciné-balado, épisode spécial Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. On accueille un invité de marque quand même, de nos Québécois qui rayonnent un peu partout dans le monde, le scénariste et réalisateur Ken Scott. Bonjour. Bonjour. Le film vient de sortir en France, d'ailleurs, il y a 2 semaines, oui. Et vous avez battu Blanche-Neige. Ah oui. Quand même. Vous avez fait une grosse campagne de salissage. Oui, non, mais c'est quand même... C'est toi qui troll Disney. Non, mais c'est quand même une... parce que Disney, c'est une machine de guerre au niveau des sorties. Donc, de pouvoir rivaliser avec un film comme Disney et au final, gagner au box-office, on était très, très, très fiers. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais content d'être présenté comme scénariste-réalisateur parce que j'ai commencé comme scénariste, donc je suis content que les gens me nomment comme scénariste aussi parce que je reviens de 6 semaines en tournée en France où on me présentait toujours comme un réalisateur. Okay. Comme si le métier de scénariste était moins important. Moi, j'accorde, étant donné qu'au départ, j'étais scénariste, j'aime bien qu'on nomme les deux, donc merci. Si c'est l'adaptation d'un livre, tu penses qu'il l'attribue plus à Roland Pérez à ce moment-là? C'est son histoire. J'ai posé la question parce que c'était dans tout. J'ai fait une tournée de 6 semaines, donc c'était plein de salles différentes et puis donc toujours des présentateurs différents. Donc je me suis informé, une curiosité de dire pourquoi vous ne nommez pas? Ah, non, c'est vrai que c'est plutôt comme ça. Si c'est scénariste-réalisateur,
Ils vont faire un petit raccourci, puis ils vont dire plus de prestige, peut-être. Plus de prestige, peut-être, ou je ne sais pas pourquoi, mais je leur ai mentionné que j'aimais bien être présenté comme scénariste réalisateur. Donc, es-tu contre les affiches qui disent un film de, ou un scénario de? Un film de, c'est une bonne question. Un film de, je suis pas hyper à cheval sur ça, parce que ça dépend, et chaque relation entre si c'est un scénariste réalisateur ou si c'est le même, etc. Chaque film est un peu différent. Donc, pour moi, c'est sur l'affiche, c'est important de trouver quelque chose qui est représentatif de qui a fait quoi sur le film. Donc, j'ai pas une réponse tranchée de oui, c'est comme ça qu'on dit les choses. Donc, le film est une adaptation du récit de vie de Roland Pérez, qui est moins connu ici au Québec, mais en France, quand même, fait partie vraiment de la culture. Est-ce que tu connaissais un peu le phénomène avant d'avoir le projet entre les mains? Il y a 3 ans, j'ai croisé les producteurs de Gaumont au Festival de l'Alpe d'Huez, Festival de comédie. On a souvent des films québécois qui rayonnent là-bas quand même. Oui, oui. Au Revoir le Bonheur. Au Revoir le Bonheur, oui. Et puis, c'est un très beau festival qui met en lumière les bonnes comédies. Et ils m'ont invité à lire le roman de Roland Pérez, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et je l'ai lu une première fois, puis sans même le déposer une deuxième fois. Faut dire que j'étais pris à Paris avec le COVID dans un mini-studio, donc j'avais rien d'autre à faire que de... Ça tombait à point. Oui, j'avais ça à faire. J'avais ça à faire, lire un roman. Mais il y avait dans le roman de Roland Pérez tout ce que j'aime dans une histoire. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'humour, il y avait beaucoup d'humanité. Et c'était une histoire vraie. Et pour moi, ça a été un coup de foudre, cette histoire. J'avais tout de suite envie de travailler. D'ailleurs, après, on a eu une rencontre avec les producteurs de Gaumont, avec la coproductrice Sophie Tépère et Roland Pérez, où, dans cette rencontre, ils avaient l'impression qu'ils devaient me convaincre de participer au projet. Et puis, je leur ai dit, je suis déjà en train de scénariser, donc ne vous inquiétez pas. Je fais partie du projet. Pour moi, c'est une très, très belle histoire et j'avais envie de travailler sur ce projet. Est-ce que... où tu te places dans l'échiquier international, justement? Là, c'est un film qui est coproduction France-Québec. Ton précédent film était en France. Le Fakir. L'extraordinaire voyage du Fakir. Oui. Est-ce que tu vas revenir faire d'autres films? Je sais qu'avant Au Revoir le Bonheur, ça faisait plusieurs années. Il y avait eu des adaptations aux États-Unis et tout. Oui, j'ai travaillé aux États-Unis, en fait. J'ai fait 2 films comme réalisateur, comme scénariste aussi. J'ai pas un grand plan de match dans le sens que je sais déjà où je veux aller, mais je sais que à travers cette carrière un peu atypique où je suis un réalisateur québécois, mais je fais des films ici, aux États-Unis et puis en Europe, et donc, ça peut paraître un peu étrange, mais le dénominateur commun de tous ces projets, c'est que je cherche des histoires où il y a le mélange que je décrivais un peu plus tôt, des comédies dramatiques, de bonnes histoires. Et j'ai la chance, en fait, de voyager. Et j'aime créer des nouveaux univers. Et je pense que le fait de voyager comme ça, comme Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est l'histoire qui se passe en France dans les années 60. C'est un univers dans une communauté spécifique, dans une famille spécifique, et puis c'est loin de moi en quelque part, mais c'est ce que j'aime en fait, c'est d'aller à la découverte de nouveaux univers. Pour moi, je trouve ça hyper enrichissant, puis je me passionne pour ces univers-là. Et dans ce cas-ci, ça a été ça, c'est d'aller découvrir et donner mon point de vue sur cette époque. Et justement, tu cumules donc les 2 fonctions de scénariste et réalisateur. Quand tu écris, est-ce que tu es capable de séparer ces deux parties-là de ton cerveau, ou tu te dis constamment « Ah, va falloir que je le tourne, ça va coûter de l'argent ». Comment tu approches tout ça? C'est quoi les défis quand tu scénarises? J'aime en fait le fait que je sois scénariste et réalisateur, parce que en fait c'est à la fois le même métier et à la fois 2 métiers extrêmement différents. Parce que c'est le même métier dans le sens que
tu racontes une histoire. C'est ça. Scénariste, tu racontes une histoire. Réalisateur, tu racontes une histoire aussi. Mais c'est très différent dans le concret des choses parce que scénariste, t'es assis seul, dans mon cas, dans un café et pendant des mois et des mois à essayer de pondre une histoire. Réalisateur, t'es entouré de dizaines et dizaines et dizaines de personnes qui veulent te poser des questions à tout moment. Et donc, il y a une énergie, c'est dynamique. Et c'est bien de pouvoir passer de l'un à l'autre, en fait, d'avoir une période où on est seul et ensuite entouré de beaucoup de gens. Alors, j'apprécie, en fait, de pouvoir faire les deux métiers. T'es en paix avec que ton scénario se modifie un peu sur le tournage, finalement, selon des fois peut-être les aléas de la journée ou des complications techniques ou des choses comme ça, ou vous arrivez à suivre pas mal? J'essaie de suivre le plan de match, j'essaie de suivre le scénario toujours. Je suis toujours un peu... je trouve que c'est dangereux d'improviser sur un plateau parce que si on a pensé une scène longuement pendant des mois et on l'a développé, on l'a réécrit, il y a une raison, en fait. Et parfois, on peut être séduit par une idée la journée même en se disant « Ah tiens, ça c'est bon », mais on se rend pas compte qu'on vient de faire quelque chose qui va nuire à l'ensemble. À l'ensemble, en fait. Exactement. Et donc, je fais toujours très, très attention. Mais après, je fais attention d'improviser ou de trop sur le plateau. Mais après, c'est sûr, si on est sur le plateau, il y a quelque chose qui marche pas, il faut le réparer. Et ça, c'est un avantage d'être un scénariste parce qu'on sait où il faut le réparer, où on n'a peut-être pas le temps, les moyens de tourner quelque chose, où on doit faire des sacrifices. Si on a déjà été scénariste, si on connaît le métier, je pense qu'on est mieux informé, mieux outillé pour prendre les bonnes décisions de qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut garder absolument, qu'est-ce qu'il faut protéger. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça a été trajectoire intéressant de pouvoir être scénariste pendant tant d'années avant de passer à la réalisation. Tu parles d'improvisation. Tu as une force de la nature dans ton film Jonathan Cohen. Oui. C'était comment le diriger et comment es-tu tombé sur ce choix-là qui est peut-être moins évident? On aurait peut-être moins pensé à lui pour ce genre de rôle-là. Ben, tout à fait. Jonathan, qui est un acteur formidable, qui est très, très juste, qui évidemment très, très drôle, on le sait. Mais ce qui est intéressant pour moi au niveau du casting, c'est d'avoir des gens qui ont des forces, mais aussi essayer de voir un aspect d'un acteur que les gens ont pas déjà vu, donc une fraîcheur. Et j'avais l'impression que Jonathan, que j'avais vu dans plein de films et que je voyais à quel point il était un acteur formidable. Et moi, ça m'intéressait de le voir interpréter un personnage un peu plus tendre, un peu plus vulnérable. Et c'est ce que je trouve formidable dans le film, c'est de voir un acteur comme ça, qu'on connaît bien, qu'on connaît ses forces et tout ça, et de le voir nous offrir quelque chose de différent et de frais. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Est-ce que lui se sentait sur son X, en zone de confort, dans ce rôle-là, justement, qui est moins peut-être arrogant que d'autres personnages qu'on lui connaît, ou il était nerveux du casting, tu penses? Je pense qu'il était excité à l'idée de faire quelque chose de différent. Et si on regarde bien sa filmographie, il a fait toutes sortes de films et toutes sortes de personnages. Alors, j'ai vraiment l'impression que Jonathan, c'est quelqu'un qui aime explorer et faire de nouvelles choses. Donc, là, dans ce cas-ci, il joue encore sur ce ton-là de la comédie. D'ailleurs, tout le casting du film, je l'ai fait dans cette optique-là de dire... parce que l'histoire, c'est un drame, c'est quand même l'histoire d'une mère qui aide son enfant à s'affranchir d'un handicap.
un peu dramatique comme histoire, évidemment, mais ça devient drôle grâce à la flamboyance de la mère. Et ça, tous ces éléments existaient déjà dans le roman original. J'ai voulu, évidemment, garder dans la scénarisation, mais c'est important aussi d'avoir ce beau mélange dans le casting aussi. Et donc, je devais absolument choisir des acteurs qui avaient cette capacité de jouer juste le drame, mais qui avaient cette lumière en eux qui donne la permission, en fait, aux spectateurs de rire dans des moments dramatiques. Et ça, Leila Bekti, elle l'a bien. Jonathan Cohen sait très bien faire aussi. Mais tous les acteurs qui sont sur le film, qui sont formidables, que ce soit Anne Leny, Jeanne Balibar, Lionel Drey, mais je dirais aussi, en fait, tous ces jeunes acteurs que j'ai dans le film, qui ont été... Pour moi, c'était bien de travailler avec tous ces grands acteurs, mais aussi de recréer cette famille où il y a plein de jeunes. Et donc, le processus est un peu différent au niveau du casting, où on a fait un casting sauvage à travers la France, un peu en Belgique aussi, puis de reconstituer cette famille. Mais c'était formidable d'avoir ces jeunes acteurs. Pour beaucoup d'entre eux, ils étaient sur un plateau de tournage pour la première fois. Alors, la première fois sur un plateau de tournage, t'amènes cette énergie, cette candeur, cette de découverte et de tout voir. Donc, c'était formidable d'avoir un beau mélange entre ces acteurs d'expérience et ces jeunes acteurs de talent. Pour moi, ça a été extrêmement agréable de reconstituer cette famille et de travailler avec ces acteurs. Sylvie Vartan joue elle-même dans le film. Comment elle a reçu cette proposition-là? Est-ce que ça a été compliqué? Ben, elle a accepté. Ça n'a pas été compliqué du tout. Elle a accepté grâce à son amitié qu'elle a pour Roland Pérez, le protagoniste de l'histoire. Aussi parce que elle a très envie de jouer au cinéma. Elle regrette de ne pas avoir pu, dans sa carrière, jouer plus souvent. D'ailleurs, elle a su sur le tard qu'elle a passé à côté de grands rôles de cinéma en France parce que son agent lui communiquait pas les offres. OK. Et donc, c'est quelque chose qu'elle regrette un peu. Et elle reconnaît aussi la force de l'histoire de Roland Pérez, donc elle avait envie de défendre. Donc, tout ça pour dire qu'elle était ravie de pouvoir être sur le plateau avec nous, et puis vraiment très agréable de voir une icône de la chanson française comme ça sur un plateau. Il y a toujours un niveau de fébrilité sur un plateau, mais quand il y a Sylvie Vartan, ça grimpe d'un cran. Oui. Est-ce que tu penses que c'est plus dur de se jouer soi-même, justement? Tu rentres dans un personnage, mais pas trop. Puis... Oui. Est-ce que c'est plus dur? Le défi est différent. Le défi est différent. Et évidemment, pour moi, de diriger quelqu'un qui joue son propre rôle, c'est là que ça devient compliqué. Oui, pour eux, pas tant. Pour moi, tu dis, qu'est-ce que je peux bien dire à Sylvie Vartan pour qu'elle ressemble plus à Sylvie Vartan? C'est compliqué. Mais, mais ça a été, franchement, elle était extrêmement ouverte à collaborer, à discuter, puis ça a été un grand plaisir de travailler avec elle. Tu le mentionnes que le film se déroule dans les années 60 en partie. Je trouve que cette époque était vraiment bien représentée à l'écran. C'était quoi en termes de logistique le plus grand défi de représenter cette époque-là? Pour moi, c'était une passion. J'ai travaillé avec chef décorateur Riton Dupéré-Clément, vraiment extrêmement talentueux, et Anne Schott au costume, et Guillaume Schiffman comme directeur photo. Alors, j'avais vraiment une équipe qui était passionnée pour reproduire cette époque. Et on était tous vraiment passionnés. On a recréé en studio l'appartement où on se retrouve beaucoup. On a pu recréer avec un maximum de détails grâce aux photos de Roland Pérez qui a partagé avec nous. Et évidemment, moi, j'ai fait des recherches et puis je replonge dans mes recherches pour comparer, mais on a eu
de très beaux commentaires de gens qui ont vécu ces époques-là et qui ont revu notre histoire et notre film et puis qui nous ont dit qui sentaient en fait l'odeur de l'appartement dans la salle de cinéma tellement que notre reproduction était juste. Alors, je suis très fier du travail qu'on a pu faire. Ouais, moi j'étais berné, je savais pas que c'était une reconstitution. Je pensais que vous aviez trouvé un vrai appartement et tout. Oui, Fait que ça vous permettait d'enlever certains murs pour oui, bien travailler. Ben surtout, on était là beaucoup pour la première partie de l'histoire. Et on était là au moins 4-5 semaines. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là pour tourner dans un appartement qui est exigu, donc de pouvoir placer la caméra un peu où on veut, de l'éclairage un peu comme on veut. C'est plus... Moi, à la base, j'aime pas du tout travailler en studio. OK. Et dans la vaste majorité de mes films, je travaille pas en studio. Il y a beaucoup d'extérieur, en fait, dans tes films. Oui. Et j'aime les vrais lieux aussi parce qu'il y a un effet de patine, de vieillissement naturel qui est là et ça sent pas le faux. Mais dans ce cas-ci, on était là tellement longtemps que ça valait la peine de reproduire. Et puis, j'avoue que ça a été agréable de travailler en studio. T'es, pour moi, un des grands maîtres contemporains de la comédie dramatique, comme tu as dit. Il y en a que tu as écrit, il y en a que tu as adapté. Une fois que tu as une bonne histoire en tête, est-ce qu'il y a une recette? C'est quoi le dosage humour, drame? Est-ce que c'est trop facile de mettre trop de blagues puis de perdre un peu l'effet dramatique, justement, l'effet réel, puis de tomber juste dans la comédie vaudeville? Tu sais? Ben, je pense qu'il peut pas... il peut avoir un danger de trop de blagues, mais je vais... En fait, je dirais que ça dépend d'où la blague vient, en fait. Un des maîtres de la comédie que j'aime bien, Billy Wilder, il parle en fait, de créer une souffrance, en fait, dans le personnage qui crée évidemment du drame, mais après ça, on crée tellement de drame que on a besoin d'un exutoire et donc la comédie vient de là. Okay. Et donc, c'est pas que du cabotinage. Donc, si on a la bonne source, je pense qu'on peut pas avoir trop de comédie. Mais il faut pas, pour moi, je veux pas devenir obsédé par la comédie, si c'est une comédie, dans la mesure où quand on tourne un film, on tourne 3 minutes par jour. Okay. Et parfois, les gens peuvent devenir nerveux parce qu'on a tourné une journée et ça n'a pas ri une fois, ou ça n'a pas été drôle une fois. Et là, tout le monde est producteur, tout le monde coudonc, on est en train de tourner une comédie ou un drame, etc. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tôt dans ma carrière, même avant d'être réalisateur, et avec... Donc, sur La Grande Séduction, avec Jean-François Pouliot, on avait eu cette discussion de dire, OK, faut faire de la bonne comédie, il faut s'assurer qu'on ait assez de comédie, mais après, il faut pas tomber dans le cabotinage ou il faut pas essayer de faire trop de comédie. Et donc, donc, nous, on était bien dans cette façon de faire-là, mais il fallait aussi convaincre les producteurs. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis sur les murs les 100 pages du scénario. Et partout où on savait que ça allait être drôle dans La Grande Séduction, on mettait de la couleur. Donc, on pouvait voir le rythme sur le mur. On voit partout dans l'histoire où il y a... Donc, on a fait venir les producteurs et puis on leur a dit, on s'entend que ça, c'est drôle, ça, c'est drôle, ça, c'est drôle, ça. Et ils étaient d'accord et on leur a dit, on fera rien de plus de drôle. On va raconter une bonne histoire et donc on va être vraiment axé sur l'histoire. Sinon, tout le monde essaie d'être drôle. Le costumière va essayer d'avoir un chapeau drôle. L'acteur va essayer de rajouter 8 gags dans le truc et puis ça va venir ralentir l'histoire. Et il y a par exemple, La Grande Séduction, je pense qu'il y a personne qui va dire qu'il y a pas assez de rire dans La Grande Séduction. Non, et pourtant, il y a eu un véritable contrôle du rire entre moi et Jean-François, le réalisateur, de dire, OK, on va contrôler et on va s'assurer de pas trop faire de rire. Et puis, je pense que c'est une formule dans laquelle je
crois aussi, c'est de dire, ben, avant tout, il faut raconter une bonne histoire, puis c'est comme ça qu'on... à ton scénario, comme tu disais. Voilà, okay. Donc, on s'assure d'avoir une histoire crédible, de faire en sorte que les gens ont envie de suivre l'histoire, ont envie de suivre les personnages. Et après, si on a bien fait nos devoirs de mettre du rire au bon endroit, ça devrait fonctionner. Et en terminant, qu'est-ce qui vous avait donné le goût de passer de l'autre côté de la caméra et de réaliser? Ben, en fait, on pose souvent la question. Et parfois, c'est même plus pointu, genre, j'imagine que c'est parce que tu étais frustré. Oui, c'est ça. Tu avais une frustration, mais en fait, ça a été le contraire. Parce que moi, j'ai toujours voulu être réalisateur avant d'être scénariste. Mais la vie a fait en sorte que je suis devenu scénariste. Et en fait, ça a repoussé le moment où je suis devenu réalisateur parce que j'avais du succès comme scénariste et puis j'ai eu la chance de faire des projets qu'on m'offrait comme scénariste, comme Maurice Richard, par exemple, d'écrire Maurice Richard. Aussi, après La Grande Séduction, j'avais envie de retravailler avec Jean-François Pouliot, que j'adore et qui est un réalisateur fabuleux. J'avais envie de retravailler avec lui, donc j'ai repoussé, en fait, c'est pas par frustration à un moment donné que j'ai décidé d'être réalisateur, ça faisait partie du plan depuis le début, et même j'ai repoussé pour faire ces projets-là comme scénariste. Ça a été lequel ton premier comme réal? C'était Starbucks ou c'était avant? Non, mon premier, Starbucks, c'était mon deuxième. Mon premier s'appelle Les Doigts croches. Les Doigts croches, OK. Ouais. Fait que l'autre avec Jean-François, c'est Le Guide de la Petite Vengeance? Guide de la Petite Vengeance. C'est eux que je mélange dans la chronologie. Oui, mais c'est ça, j'ai fait Guide avant, je pense la même année que Maurice Richard. Et ensuite, je suis devenu scénariste-réalisateur. As-tu vu le documentaire sur Maurice Richard qui est sorti? J'ai très envie, mais j'étais en France, vrai, donc j'ai pas pu le voir, mais dès que j'ai 2 minutes, je vais aller le voir. Parfait. Puis est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un film d'horreur bientôt de ta part? Ou... Bonne idée. Est-ce que j'aime ça comme... Non, je suis pas un grand connaisseur des films d'horreur. Je trouve qu'il y en a qui, dans les dernières années, qui ont été vraiment bien réussis et qui réussissent à raconter de bonnes histoires aussi. Donc, je pense que c'est le même défi que la comédie dramatique, mais avec la peur, le scare versus la bonne histoire, non pas juste rajouter des... Oui, mais j'avoue que je maîtrise pas ces codes-là tant que ça. Fait que j'ai pas de nom, mais j'ai des croûtes à manger avant de faire un film d'horreur. C'est correct. Merci beaucoup, Ken Scott. Et on invite tout le monde à aller voir Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan.